Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce vlog sur The Mandalorian fin de saison 2, puisque j'avais déjà fait un premier vlog sur les 3 premiers épisodes de la saison, si vous ne l'avez pas encore vu. Dans ce vlog, je disais que le problème de The Mandalorian était toujours et encore son scénario, qui n'avançait pas, ou qui avançait vraiment par à coup, qui était vraiment écrit presque comme un scénario de jeu vidéo avec t'as une mission à faire à tel endroit, t'as tel chemin, et sur ton chemin tu vas rencontrer tant de PNJ qui vont te dire « Ah, faudrait que tu fasses telle mission avant de pouvoir accéder à tel truc, et faudrait que tu fasses tel truc avant de... » Ça s'est retrouvé un petit peu plus loin dans le jeu, dans la série, mais ça s'est un tout petit peu amélioré. Il y a eu du progrès par rapport simplement au remplissage, à l'intérêt des épisodes en fait. C'est plus des épisodes de remplissage, c'est que c'est des épisodes avec quelque chose, avec un petit peu d'intérêt à l'intérieur. Pas des masses non plus. La plupart des épisodes sont toujours limités à une trentaine de minutes, alors que la série est censée être sur un format 45-50. Donc il y a toujours rien à raconter et ils mettent du temps. Et en fait le truc c'est que je vais pas spoiler pour l'instant, je ne spoilerai pas la toute fin de la série. Par contre, je vais devoir spoiler ce qui se passe dans les épisodes 4, 5, 6, 7, au minimum, quoi. Et un petit peu de ce qui se passe pendant le 8, mais je vous révélerai pas les révélations de fin de saison, si vous voulez. Mais, quand on arrive à ces révélations de fin de saison, on se dit, ah bon? Je peux pas plus élaborer sans spoiler, donc on verra ça un peu plus tard dans le vlog, mais honnêtement, t'arrives à la fin, tu dis, ah bon? Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit, en tout cas. Pas la plupart des fans de Star Wars qui ont été très contents par cette fin, mais on va revenir dessus. Cette fin, elle veut dire beaucoup de choses à mon sens, au-delà du côté fanservice. Honnêtement, à mon sens, cette fin de saison, il se tire une balle dans le pied avec. Donc voilà, on va revenir sur tout ça, mais commençons vite fait par analyser ce qui se passe au niveau du scénario. Donc dans l'épisode 4, on a l'attaque d'un labo de l'Empire. Alors j'avais dit le premier ordre dans l'autre, c'est encore flou à cette période-là. L'Empire est censé s'être effondré, le nouvel ordre est pas censé être créé, donc c'est les restes de l'Empire, et honnêtement à mon sens on peut l'appeler l'Empire ou le Nouvel Ordre, c'est exactement la même chose, c'est vraiment de blanc bonnet et bonnet blanc, mais typiquement c'est un épisode qui montre le genre de souci des épisodes du Mandalorian. C'est le Mandalorian a quelque chose à faire, il doit aller retrouver Ahsoka Tano, on lui a trouvé un truc à lui mettre entre les pattes, le fait que son vaisseau soit complètement en bordel, c'est le Razor Crest en plein la gueule dans cette saison-là pour le coup. Il arrive donc sur la planète qu'on a vu au tout début de la première saison, sur laquelle il y a Cara Dune, sur laquelle il y a le personnage qui est joué par Carl Weathers, je sais plus comment il s'appelle, et il va retrouver donc ce groupe-là pour leur demander de l'aide pour réparer le vaisseau, à moindre frais si possible, et évidemment, comme il est dans le coin, les gars lui disent « Eh, on a une petite mission pour toi, tu vas bien nous aider un petit peu, tu vas bien nous aider un petit peu, tu vas bien prendre un petit coup avant de partir !» Donc du coup, il se retrouve à être obligé de faire une mission pour eux. Heureusement, cette mission se rattache au scénario central, puisqu'on a du coup des pistes, mais qui sont à mon avis assez claires, c'est pas des pistes, c'est des cas de voies, c'est des autoroutes, qui nous expliquent ce que veut le Nouvel Ordre ou les restes de l'Empire, avec, si vous ne savez pas ce que le prénom veut dire, si vous n'êtes pas à jour, Grogu. C'est sympa, mais c'est un petit peu évident en fait, c'est un peu ce qu'on avait tous supposé depuis le début, enfin la plupart des gens qui sont assez intéressés par la série pour faire des suppositions dessus, c'est bien de l'avoir montré, c'est d'abord et avant tout là, pour régler toute la merde qui a été créée par la nostalgie Star Wars, en particulier avec l'épisode 8, qui a foutu la merde au milieu de tout ce qu'avait prévu Abrams, et donc comment est-ce qu'il s'est rattrapé pour essayer de l'aider à se rattraper avec son épisode 9, et comment essayer de mélanger tous les trucs pour que ça marche plus ou moins avec le truc. Tu sais pourquoi ces épisodes existent, tu sais pourquoi cette série existe, c'est pour essayer de corriger tous les problèmes de continuité qu'il y a avec entre la trilogie originale et la nostalgie. Ce que ça montre surtout, c'est la persistance de ce problème de mission réalisée et de scénario écrit sur mesure. Il arrive pour faire réparer son vaisseau, il dit ton vaisseau il va être réparé dans 3-4 jours, t'as le temps de faire une mission pour nous, de toute façon tu pourras pas partir entre temps, donc viens nous aider. Et comme par hasard, à la fin de l'épisode, le vaisseau est réparé exactement quand ça les arrange. Et ça semble pas faire aussi longtemps que ce qu'ils lui avaient annoncé au début, quoi. Enfin, honnêtement, ça a l'air d'être allé très très vite. Donc bref, c'est très très bizarre comme construction, et ça montre bien que ces scénarios, ils ont quand même des gros soucis juste pour justifier leur existence, quoi, presque. L'épisode 5, c'est enfin ce qu'on attendait depuis le début de cette saison. Alors peut-être des spoilers pour certains qui sont vraiment pas du tout au courant, mais en principe, ça a été annoncé depuis au moins 1 an. Je crois, à peu près, en tout cas depuis cette année. L'estimation du temps est devenue très compliquée depuis cette année, on a tous perdu un peu nos repères temporels. Mais donc on a ici le retour d'Ahsoka Tano, le personnage qui avait été présenté dans les films d'animation, enfin dans le film d'animation et dans la série Clone Wars, qui est donc ici incarné par Rosario Dawson, qui fait une très bonne performance et qui colle parfaitement au personnage. Je crois que tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est bon, évidemment lui mettre la peau orange et ses tentacules, mais tout ce qu'ils ont eu à faire, c'est lui mettre des lentilles sur les yeux, parce que sinon elle a vraiment les lèvres
à la Ahsoka Tano, c'est ces grosses lèvres très pulpeuses. C'est vrai qu'elle passe très très bien dans le rôle, et le personnage est toujours assez cool. Je la trouve peut-être un tout petit peu trop au contrôle d'elle-même. Pour moi, Ahsoka, c'était un personnage qui était plus volatile que ça, notamment dans la série, peut-être parce que c'est une série pour enfants, mais c'était un personnage qui était plus volatile que ça à mon sens, et là je la trouve vraiment ultra mesurée, ultra en contrôle d'elle-même. Tu te demandes pourquoi la nana estime qu'elle est pas digne d'être une Jedi quand même, parce que et elle continue encore à ce moment-là. Mais c'était tellement cool de la voir arriver avec ses doubles sabres. Ils ont très bien écrit l'épisode parce que ça aurait pu être facilement compliqué ou chiant d'arriver à tel ou tel truc, et finalement ils ont trouvé une façon très simple de faire couler le scénario, enfin de vraiment que le scénario avance tout seul. Peut-être un peu trop simple, je dirais à certains moments. Tu te dis oh dis donc c'est un coup de bol quand même, mais il y a aucune justification dans le scénario pour pas que ça arrive en fait. Donc tu peux pas dire que c'est pas bien, c'est juste bon, c'est très pratique pour le scénario, mais c'est bien justifié. Ils ont trouvé un moyen de bien justifier le truc. C'est l'épisode qui du coup en dira le plus sur le passé donc de Grogu, qui est un peu plus développé ici, qui reste quand même à mon sens assez obscur, mais il y a des petits trucs par rapport à Grogu. Mais au moins ça fait un petit peu de développement, mais vraiment le truc c'est que je comprends toujours pas comment tout ça est possible. Le degré de conscience et d'évolution de cette créature, qui a déjà eu un entraînement, et qui pourtant a toujours du mal à comprendre le monde qui l'entoure et tout bordel, enfin c'est quand même un truc particulier. Il faut qu'on accepte à la fois qu'il a une mentalité de poupon, vraiment de poupon quoi, de petit bébé, et en même temps qu'il est assez conscient de lui-même et qu'il peut assez se maîtriser pour pouvoir plus ou moins maîtriser la force. Enfin, c'est quand même un truc un peu particulier. Enfin, pour moi, ça marche toujours pas. Mais au moins, ils ont tenté d'expliquer quelques trucs. Le petit souci que j'ai eu avec cet épisode, mais alors après avoir eu quelques explications sur Twitter, c'est moins un souci, c'est que on nous parle encore du retour d'un autre personnage. Et c'est aussi ça qui est un petit peu chiant avec le retour d'Ahsoka, c'est The Mandalorian devrait être cool parce qu'il crée ses propres personnages. Et au final, c'est à chaque fois parce qu'il y a quelque chose qui revient, quoi. Bon, évidemment, les Mandaloriens, on a déjà vu des Mandaloriens, le bébé Yoda, on a déjà vu la race de Yoda, et on sait pourquoi est-ce qu'ils ont mis cette race-là avec avec un bébé, cette race-là parce qu'on a l'attachement avec Yoda, et un bébé parce que c'est mignon et c'est machin. Mais tous ces retours de choses des trilogies précédentes, pour moi, c'est un petit peu, même si Ahsoka n'était pas vraiment dans les trilogies, c'était plus dans l'univers étendu, mais pour moi, c'est chiant, je préférais que le truc avance par lui-même. Mais ça passe pour Ahsoka. Le truc qui m'a surpris, c'est quand à la fin, on parle de Throne. Donc putain, l'amiral Throne, j'arrive plus à faire les feux. L'amiral Throne qui, c'est ridicule, putain. Je sais pas pourquoi, j'ai du mal à faire Throne aujourd'hui. Thrawn. Thrawn est donc un personnage qui avait été introduit dans Star Wars Rebels pour ce qui est du grand public. Pour ce qui est des gros fans de Star Wars, il a été introduit depuis des livres de l'univers étendu, et il a été modifié d'ailleurs pour être réintégré dans l'univers Disney à ce moment-là d'Atlamine. Il devait pas être là, il devait être un peu plus loin. Mais d'un seul coup, on nous dit, bah Thrawn, il est toujours là, il existe toujours, et Ahsoka, elle est toujours en train de le chercher, et tu dis, tiens, c'est bizarre. Mais alors du coup, plusieurs fans de Rebels m'ont rappelé, mais non, à la fin de Rebels, Thrawn il était pas mort, et il était avec Ezra dans un vaisseau complètement, qui était sur le point de se détruire lui-même, de partir en miettes, et qu'ils ont envoyé en vitesse lumière, mais on sait pas s'ils sont morts ou pas, et donc potentiellement on pourrait revoir revenir aussi bien Thrawn que Ezra. Donc voilà, ça m'a un peu moins perturbé, mais le nom est tellement name-droppé comme ça en fin d'épisode, et en plus ça sert à rien pour le reste de la saison. Tu sens vraiment que c'est pour annoncer, on y viendra un petit peu avec la fin du vlog, mais pour annoncer les autres séries, puisque Ahsoka Tano va avoir sa propre série, j'allais dire Ahsoka pour faire un feu, je suis obsédé par les feux. Ahsoka Tano va revenir dans sa propre série qui s'appelle Ahsoka, donc on suppose que ce sera ça l'histoire, et que en gros, cet épisode, plus encore que de donner une ligne directrice au personnage, où aller avec Grogu, etc., est un épisode pour introduire une nouvelle série Star Wars. Donc en fait, c'est même quand les épisodes sont plutôt cool et ils peuvent être intéressants au niveau scénario, c'est là pour une raison totalement et purement commerciale, donc c'est un petit peu saoulant. L'épisode 6 nous montre l'enlèvement, donc. C'est un des épisodes que j'ai le plus détesté de toute cette saison, parce que c'est un épisode de vide absolu. Aussi bien en termes de scénario que de réalisation. Mais alors, la réalisation, j'y viendrai un peu plus tard. Mais en termes de scénario, c'est littéralement un épisode qui ne contient que un début, un milieu et une fin. C'est-à-dire qu'il y a le début, on doit venir pour faire tel truc, il y a le milieu, on fait tel truc et on a des problèmes, et la fin, tout est résolu, quoi. Peu importe de quelle façon. Il y a vraiment aucun développement de personnage, de quoi que ce soit dans le truc. Il y a un personnage qui revient, qui est donc Boba Fett. Je ne comprends pas
le succès de ce personnage. Je n'ai jamais réussi à comprendre le succès de ce personnage. Et le fait de l'avoir fait revenir, pour moi, est complètement débile. Comment est-ce qu'il avait survécu au truc du Sarlacc dans l'épisode 6? Ouais, génial, il est super cool, il est super machin, et il est badass, il a réussi à s'en sortir. Ouais, enfin, ça paraît quand même ultra aberrant, quoi. Donc tu sens qu'il revient uniquement pour la nostalgie. Tu sens qu'en plus, ils ont trouvé une raison un peu absurde de le faire revenir, parce que genre, le mec revient parce qu'il veut récupérer son armure. Dis donc, mon vieux, ça fait pas une trentaine d'années que tu fous que dalle sur Tatooine. Je sais pas si ça fait 30 ans, mais que tu fous que dalle sur Tatooine après avoir survécu au Sarlacc, que t'as vu un mec, justement, avoir ton armure et jouer le shérif, du coup, dans une ville, et c'est maintenant que tu décides de récupérer ton armure. C'est pratique, dis donc. Quel hasard dans le scénario. Et puis alors, j'y reviendrai un peu avec la réalisation, mais je vais le dire maintenant. L'acteur, il est comme moi, il a pris un petit peu de bide. Et son armure, tu sens que ça lui va pas du tout, quoi. Tu vois vraiment que le truc est fait pour un mec mince et que le truc est complètement éclaté pour faire tenir la carrure du mec original dessous, quoi. Beaucoup d'aberrations, disons au niveau du scénario, mais un vieux avec une canne peut mettre à mal des Stormtroopers. Faudrait se calmer quand même un moment, quoi. Qui peuvent vraiment se faire buter par n'importe qui. C'est littéralement une grand-mère avec son caddie va pouvoir buter un Stormtrooper dans pas longtemps, quoi. Il y a beaucoup d'absurdités dans ce scénario, notamment au tout début de l'épisode, Boba et le Mandalorien se rencontrent et Boba lui dit vas-y, on laisse tomber nos armes, comme ça on sera tranquille, quoi. On va pas se mettre sur la gueule, on pose tes armes. Le truc de western, quoi. Chacun pose son arme de son côté et on va pouvoir discuter ensuite. Et Mandalorien pose son arme et son jetpack. Sans aucune raison, parce que c'est pas censé être une arme. Bon, il a une flèche derrière, mais enfin, si le mec se met à buter des mecs avec une roquette, enfin, il a plus aucun honneur, aucune estime, quoi, de lui-même, quoi. C'est littéralement tuer une fourmi avec un lance-roquette. Donc du coup, tu comprends absolument pas pourquoi est-ce qu'il laisse tomber son jetpack, et en fait, enfin, moi j'ai senti venir le truc tout de suite, mais quand t'es un spectateur lambda, tu comprends pas pourquoi il laisse tomber son jetpack, c'est évidemment pour le foutre dans la merde un épisode plus tard, où il faut qu'il se rende à un endroit, et évidemment, comme il a pas son jetpack, et ben il met 3 plombes, et donc il va arriver trop tard, et donc l'enlèvement aura lieu. C'est quand même un peu écrit avec le cul, quoi. Je comprends pas pourquoi il y avait besoin de faire ça. Dans l'épisode 7, toute l'histoire, c'est donc de trouver où est Moff Gideon. L'épisode est cool dans le genre cambriolage, entre guillemets. C'est une sorte de film de cambriolage où donc nos personnages doivent s'introduire dans une base de l'Empire pour récupérer des informations et partir avec. C'est une espèce d'Ocean's 11 dans le monde du Mandalorien. C'est assez bien fait sur ces domaines-là. Le plus intéressant, c'est que ça développe le contexte et ça développe plusieurs personnages, notamment le personnage du Mandalorien, parce qu'il retrouve un des personnages de l'épisode 6, je crois, de la saison précédente, un des mecs qui était avec lui dans le groupe, qui était là dans la prison de la Nouvelle République. Ils discutent entre eux et ça permet de bien développer chacun de leurs personnalités et notamment le rapport du Mandalorien avec le code des Mandaloriens, par rapport à son casque, etc. Ils en parlent dans beaucoup de trucs. Et ça permet de développer pas mal de background en général, si on parle de ce qui s'est passé sur Andor et de tout un tas de trucs dans ce genre-là. Et l'épisode travaille très bien une certaine tension, mais j'y reviendrai plus avec la réalisation. Le truc, c'est que pour travailler cette tension, il y a encore des décisions qui sont assez aberrantes. Notamment, j'ai pété un câble avec le bateau dans le truc d'avance et vous pouvez aller voir dans les commentaires du vlog que j'ai fait sur la mi-saison 2, la première moitié de la saison 2. J'ai remis des trucs par rapport à la barque dans les commentaires qui sont épinglés parce que il y a plein de gens qui sont venus me dire mais si, il pourrait faire ci, il pourrait faire ça, c'est bordel de merde. Chez eux, ça ne coûte rien et ça ne consomme quasi aucune énergie de faire léviter des trucs. Même les voitures à l'arrêt lévitent. Pourquoi est-ce que vous prendriez des bateaux qui ont de la friction sur l'eau, etc. C'est complètement aberrant. Et il y a un truc qui est aussi aberrant dans ce truc-là, c'est que ils doivent donc s'infiltrer dans le truc avec des camions, on va vraiment dire des camions, qui doivent amener des containers de je ne sais pas quel matériau, je crois pas que ce soit du coaxium, mais peut-être, enfin c'est un peu les mêmes propriétés en fait, c'est un truc qui doit être transporté de façon extrêmement stable, parce que dès que tu le bouges un petit peu trop, ça explose. Ça ressemble vraiment au coaxium, ça doit être du coaxium du coup, je crois que c'est autre chose. Et donc, comment tu fais quand t'as installé une mine et une usine pour retraiter le truc, etc., et que tu fais tout le temps des trajets entre l'un et l'autre, pour que le trajet se passe très bien, et bah tu prends des véhicules avec des roues. Comme ça, le moindre écart sur le sol, tu les ressens, ça fait des dodanes, ça fait des machins et tout sursaute, et donc tu risques de faire péter ton camion à chaque coup, quoi. Ce serait tellement plus simple de les transporter par vaisseau, qui vont avoir une trajectoire beaucoup plus fluide et qui vont beaucoup moins bouger, à moins que tu te mettes à faire des loopings, mais enfin sinon ça reste bien stable, bien tranquille, et du coup tu peux l'emmener tranquillement d'un endroit à l'autre, quoi.
Donc oui, il y a quand même tout un tas de petits trucs qui sont un peu aberrants par rapport à ce scénario, et il y a quand même des trucs qui sont plutôt bien faits, parce qu'il y a beaucoup de choses, enfin j'aurais dû en parler dans la réalisation, mais je vais en parler là. Il y a du show don't tell, c'est-à-dire qu'on t'explique quel va être le danger du coup de cette mission, avec un plan sur un camion sur le côté qui a explosé, et ensuite tu entends dans un talkie-walkie, et donc du coup tu fais le lien dans ta tête, ah oui, du coup si ça bouge, le truc explose. Et c'est plus par du show don't tell, parce qu'on t'a montré le truc et on t'a montré la réaction d'un personnage, qu'en te disant très clairement ne bougez, enfin surtout faites attention à ne pas bouger, sinon ça va péter. On le dit un peu plus tard évidemment pour l'expliciter, mais de base, la première fois qu'on comprend le truc, c'est vraiment plutôt naturellement fait dans le développement du scénario. J'ai vu des gens avoir tout un tas de problèmes avec les personnes qui les attaquent, les saboteurs, avec leur méthode d'attaque et leurs trucs. Personnellement, j'ai pas vu grand chose à en dire. Ça, ce sont des méthodes comme d'autres. Après, évidemment, on est dans Star Wars, il y aurait 36 000 moyens de larguer des bombes sur un camion, mais enfin, ils ont choisi ce truc-là, ils font avec les moyens du bord, je suppose, parce que clairement l'Empire a pris le contrôle ici et tout le monde n'a pas les moyens de faire des trucs. Le vrai gros problème de cet épisode, c'est que ils ont essayé de trouver un moyen pour que le Mandalorien retire son casque. Ils ont rendu nécessaire de faire un scanner du visage pour accéder à une certaine base de données de l'Empire. Le truc que je n'arrive pas du tout à comprendre, c'est que le Mandalorien, il est pas dans les bases de données de l'Empire, il est pas dans les bases de données des Stormtroopers, il est pas dans quoi que ce soit, donc qu'est-ce que ça change qu'on scanne son visage au niveau de l'autorisation? Scanner le visage d'un mec, parce qu'ils viennent à la base avec un mec qui était un ancien Stormtrooper, et donc tu dis, bah oui, lui, il a un visage qui doit peut-être être encore dans les données quelque part, quoi, s'il a pas encore été retiré, on sait pas, peut-être que l'administration de l'Empire est aussi bonne que l'administration française, mais tu te dis, bah oui, pour lui, ça doit être logique, mais pourquoi est-ce que le Mandalorien verrait son visage reconnu? Enfin, c'est assez absurde, quoi. Enfin, pourquoi est-ce que son visage donne accès à des informations top secrètes dans les trucs de l'Empire? C'est complètement con, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je reviendrai sur la discussion qu'il y a eu après, plutôt au niveau de la mise en scène, parce que c'est sur le travail de l'attention. Et enfin, on a l'épisode 8, qui, dans la tradition des Mandaloriens, réunit, de la série Les Mandaloriens, réunit donc tous les personnages qui ont été rencontrés au fil des épisodes précédents pour cet épisode final, avec un grand assaut, avec tout le monde réuni. Cela dit, on a vu plus de personnages de Mandalorian que ça, notamment un mec, et Carl Weathers par exemple, et comme le mec Mandalorian dont je viens de parler, abandonné pour que à la fin on ait une team totalement féminine qui est chargée de prendre d'assaut le light cruiser de l'Empire, le croiseur léger de l'Empire. Et tu te dis, vous avez vraiment fait exprès pour qu'il y ait une team de femmes, quoi, parce que il y avait 2 mecs à foutre dans le truc, vous auriez justement pu les buter au milieu du truc, presque, ça aurait pu être intéressant. Bon, Carl Weathers ça aurait fait chier, mais vous auriez pu buter le Mandalorien masculin qu'on a découvert dans l'épisode 3, enfin sans aucun problème, quoi. Enfin, pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire une team de femmes, si ce n'est pour faire plaisir à Tati Kennedy, qui doit l'avoir mal, de toute façon, que c'est la seule série, enfin le seul truc sur lequel qu'elle a pas chapeauté, le truc qui marche le plus. Donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être juste pour faire plaisir au style général de Disney, mais ça me paraît un petit peu superflu quand même. C'était cool, hein, mais ça me paraît un peu superflu. Heureusement que Gina Carano pète tout. Enfin, c'est vraiment un personnage qui est super cool, qui est toujours aussi classe. À chaque fois qu'elle est dans une scène, elle bute absolument tout le monde en quasi rien. J'adorais le moment où son pistolet se grippe et où elle le tape par terre pour qu'il commence à fonctionner. Ça fait très low tech et tout, mais j'ai bien aimé. Ça marchait plutôt bien. C'était drôle et le personnage est toujours aussi classe. Les autres, bon, il y a Ming-Na Wen là qui fait son retour depuis la saison 1 où elle était censée être morte, mais ils ont trouvé je ne sais quelle justification pour la faire revenir. J'ai même pas compris comment est-ce qu'ils avaient justifié son retour. Et puis il y a donc Bo-Katan, l'une des chefs des Mandaloriens, qui a besoin donc du sabre qui est entre les mains de Gideon. À ce propos, ça va d'ailleurs être ma seule question, ma seule interrogation par rapport à ce truc-là, c'est depuis quand le Dark Saber des Mandaloriens, c'est comme Harry Potter et il faut le gagner au cours d'un combat? Je me souviens pas de ça, et si je m'en souviens, il me semble que ça a quand même été résolu en le traitant par-dessus la jambe. Enfin, dans mes souvenirs de Star Wars Rebels, Sabine, qui avait obtenu le Darksaber, il me semble bien qu'elle l'a filé de façon, tranquille, quoi, à Bo-Katan. Enfin, il me semble d'ailleurs que c'était bien elle, déjà, à la base. Et elle lui a filé comme ça, sans avoir fait un combat, quoi. Depuis quand est-ce qu'il faut absolument gagner le sabre au combat? Ça me paraît un peu bizarre. Enfin, je me rappelais pas de ça du tout. Peut-être que c'est dans le truc, hein, mais je me rappelais pas, en tout cas. Et autre petit truc par rapport au Darksaber, Moff Gideon est quand même super con, parce qu'il sait qu'il va se battre contre le Mandalorien, et il prend quoi? Il prend la lame qui ne peut pas traverser le Beskar. Le métal de son armure. Tu dis, bah, t'espères quoi exactement? C'est un peu con quand même. Alors oui, d'accord, il a pas du Beskar partout, il a certaines zones qui peuvent être un petit peu sensibles, sous les bras, sous le cou, etc. Mais enfin, de base,
tu sais très bien que c'est le truc contre lequel il va pouvoir se défendre, quoi, que ça t'apporte absolument rien de plus, et peut-être que justement lui tirer dessus serait plus pertinent et tu pourrais plus parce que c'est moins facile d'éviter des balles qui viennent super vite que d'éviter un coup de sabre, quoi. C'est un épisode que je trouve plutôt bien écrit. La méthode qu'ils ont trouvée pour rentrer dans le truc de l'Empire est plutôt audacieuse et astucieuse. Je trouve juste dommage que du coup on se débarrasse de Boba Fett extrêmement vite et qu'on le voit plus du tout dans le reste de l'épisode. Ça me paraît un peu expédié. Je pense qu'il aurait pu être vachement utile dans certains trucs. Ça aurait pu être justement des mecs de l'équipe d'assaut, mais non, on a décidé que ce serait que des femmes. C'est un épisode qui travaille tout un tas de build-up et beaucoup de retournements plutôt intéressants. Il y a un build-up notamment par rapport aux Dark Troopers, qui sont les nouveaux troopers qui ont été inventés par l'Empire, qui sont des droïdes, parce que manifestement l'Empire a pas tenu les leçons de la Fédération du Commerce, et ils ont décidé de développer des droïdes. Alors effectivement, ils ont l'air bien puissants et bien cool, mais ils sont quand même un petit peu brinque-ballant, et ils savent pas très bien s'adapter aux situations. Évidemment, quand ils affrontent un ennemi tel que celui-ci, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, mais voilà, en principe, les droïdes, c'est pas censé être une très bonne idée, mais il y a un très bon build-up qui est fait sur eux. Il y a tout un moment où il faut que que le Mandalorien, pardon, pas Boba Fett, avec les casques ça devient compliqué, arrive jusque là où ils sont pour les empêcher de se lancer. Alors, cela dit, il y a une très grosse facilité scénaristique. Quel crétin dans l'Empire a décidé que la pièce dans laquelle ils allaient stocker tous leurs méga Dark Troopers ultra dangereux, ultra puissants, etc., allait avoir un sas qui s'ouvre directement sur l'espace pour pouvoir tous les balancer dedans. Tu dis, putain, quand même... il y a des designs qui sont un peu particuliers dans les trucs de l'Empire. Mais heureusement, il y a un retournement par rapport à ça après. C'est ça qui est plutôt pas mal, c'est qu'il y a pas mal de retournements qui sont que tu vois pas trop venir. Notamment celui du Darksaber, qui à mon sens sort un peu de nulle part. Mais peut-être que j'ai vraiment oublié un truc par rapport à Rebels. Je l'ai vu qu'une fois après tout, hein, Star Wars Rebels, j'ai peut-être oublié des trucs. Et puis bien sûr, c'est un épisode qui a un final assez particulier, mais ça, on en parlera dans la section spoiler. Pour aborder désormais tout ce qui est réalisation et action, on va refaire à nouveau les épisodes dans l'ordre. L'épisode 4, qui est réalisé par Carl Weathers, Creed, dans les Rocky, c'est quand même un épisode qui fait très Madeleine de Proust, parce que c'est l'épisode design de l'Empire, avec les installations, avec les lumières classiques de l'Empire, les couloirs assez sombres, les trucs gris en métal, etc. Tu sens que ça fait un peu l'épisode Madeleine de Proust, où on te remet, regardez l'Empire, regardez machin, vous vous rappelez tout ça, you remember? Mais l'action est quand même plutôt bien filmée, et plutôt intéressante, et c'est vrai que l'épisode est bien péchu, notamment toute la séquence de course-poursuite vers la fin. Bon, sauf que les Stormtroopers sont toujours débiles et savent même pas comment descendre une pente sans exploser, mais la scène d'action elle-même est plutôt bien tournée, les plans sont assez larges, tu vois bien tout le canyon qui est autour et tout, donc c'est une scène qui est quand même plutôt classe. Juste avant ça, par contre, il y avait eu tout un tas d'assauts, tout un tas d'actions qui ont eu lieu dans le labo de l'Empire, et il y a une transition que moi j'ai trouvé qui passait plutôt bien, mais j'ai vu beaucoup de gens être particulièrement écœurés par ça. Ils ont fait donc les transitions en volet classiques, donc de Star Wars, mais là du coup il y en a une par plan. Elles sont très rapides, et les plans sont très rapides aussi, donc ça fait plan, volet, plan, volet, plan, volet. Et c'est vrai que ça enchaîne un petit peu vite, mais j'admire l'audace de Carl Weathers d'avoir essayé de réaliser le truc comme ça. Pour moi, ça aide un petit peu à donner un sentiment d'action à ce qui se passe, mais c'est vrai que certains ont eu un petit peu de mal là-dessus. Je trouvais quand même qu'en général, Carl Weathers faisait preuve d'une bonne maîtrise de l'image, et notamment de ce qu'on met à l'intérieur. J'ai bien aimé tout le passage le tout petit moment où le Mandalorien part sur une plateforme pour se débarrasser des Stormtroopers. Les gars discutent en bas et d'un coup, t'as un Stormtrooper qui descend derrière. Je trouvais que ça marchait plutôt bien au niveau de l'humour et au niveau de l'action, du sentiment d'action. Le 5 est un de mes épisodes préférés. Il est réalisé par Dave Filoni, donc le gars qui avait chapeauté et en bonne partie réalisé les séries Clone Wars, qui a fait un des épisodes les plus artistique, un épisode avec des plans paysages qui sont particulièrement vastes et particulièrement réussis. Le paysage justement est vachement original, notamment cette forêt complètement délabrée, parce que clairement il y a eu des affrontements partout dedans, qui est constamment dans une espèce de brume, qui travaille tout un tas de nuances de marron, de gris, de choses assez sombres, un petit peu poisseux presque même, mais j'ai vu des gens dire marécageux, mais c'est vrai que c'était très sec au contraire et pas du tout marécageux, mais du coup voilà, j'aime bien ce truc-là, j'aime bien les animaux qui semble être l'inspiration des AT-TT. Du coup, il me semble, c'est des animaux qui ont vraiment exactement le même corps, quoi. Ils ont cette espèce de gros boudin au-dessus avec la tête d'un côté, et puis de 4 très grandes pattes, beaucoup plus longues que leur corps, qui descendent en bas, et t'as l'impression que, comme nous, dans le monde humain, on s'est inspiré de certains animaux pour construire des véhicules ou des trucs dans ce genre-là, les oiseaux pour les avions, par exemple, t'as l'impression qu'ils ont vraiment, ils se sont vraiment inspirés d'une certaine faune pour créer, du coup, les AT&T. C'est plutôt intéressant. Enfin, moi, j'aime bien cette recherche-là. Et puis, quand j'ai vu le truc démarrer, je me suis dit, ah, c'est bien, ça, il y a un petit style un petit peu japonisant dans ces environnements.
c'est pas juste un style un peu japonisant, la ville est quasiment japonaise, quoi. Il y a des japonais dedans. Et il y a carrément un jardin japonais au fond du truc, dans la cour, quoi. Donc tu te dis, ah oui, quand même, c'est très inspiré du Japon, là, quand même. Et même au niveau de la réalisation, justement, Filoni a apparemment essayé de reproduire... Des gens vont dire il a essayé de reproduire la réalisation de, par exemple, un mec comme Kurosawa, mais Lucas avait essayé de reprendre la réalisation de Kurosawa, et donc du coup, reprendre la réalisation de Kurosawa, c'est reprendre la réalisation de Lucas, au final, dans Star Wars. Donc pour moi, c'est pas si surprenant que ça, et j'ai pas spécialement fait le rapprochement avec Kurosawa, mais oui, effectivement, c'est un épisode qui est réalisé à la Kurosawa, avec des plans qui sont plutôt longs, qui sont plutôt lents, des plans de profil sur des personnages qui se toisent du regard, et qui restent bien tendus avant d'attendre un truc. Ça fait un peu western aussi, ça d'ailleurs. Le western et le film de samouraï ont beaucoup de points communs, c'est pour ça que Lucas avait adoré les mélanger dans Star Wars. J'irais juste un petit reproche à faire, c'est que le combat de fin, du coup, qui est filmé ici, qui est donc le combat, enfin, il y a deux combats qui ont lieu en même temps, il y a le Mandalorian contre Michael Biehn, qui débarque dans le Mandalorian comme ça, par surprise, et il y a le combat entre Ahsoka et une disciple de Moff Gideon, manifestement. Je veux pas dire, mais quand même, pour une Jedi, d'accord, elle a une lance en Beskar, je crois, comme ça s'appelle, le métal des Mandaloriens, qui donc résiste au sabre. Franchement, c'était un peu exagéré le temps qu'elle a mis pour réussir à gérer cet ennemi, elle aurait dû le faire en 2 coups. Et honnêtement, je m'y attendais un petit peu, en fait, je pensais qu'il y aurait ce long build-up sur la tension, c'est... pour beaucoup d'entre vous, ça évoquerait les combats de Kill Bill, par exemple, c'est ce combat dans un jardin à la japonaise, avec ce bruit d'eau qui coule simplement avec un petit ruisseau, ou avec un... vous savez, le truc qui tombe, là, le truc en bambou qui se remplit d'eau et qui finit par tomber, etc. Et ça fait tout un tas de bruits qui sont très zen. Et tu vois toute cette préparation et tu te dis bon bah du coup ils vont essayer de faire un coup et Ahsoka va faire un coup en avant, elle va la transpercer de haut en bas et ça va être fini quoi. Et non, le combat dure 5 ou 10 minutes et tu fais dis donc Ahsoka t'as perdu hein. Enfin franchement t'as pas mal perdu en entraînement. En plus elle a 2 sabres, elle va la gérer en 2 secondes quoi. Un sabre pour bloquer la lance et un deuxième sabre pour la transpercer et direct. Mais bon, voilà, au moins c'était plutôt bien réalisé on va dire. L'épisode 6, donc l'épisode que je déteste le plus, est vraiment l'épisode le plus minable, aussi bien au niveau du scénario qu'au niveau du décor. Enfin, le décor, c'est une catastrophe, c'est cette espèce de pauvre montagne avec des rochers posés sur de la terre et de l'herbe. De même pas une petite correction de colorimétrie pour essayer d'en faire un truc un peu alien ou un truc dans ce genre-là, t'as l'impression d'être dans un fan film qui allait dans une montagne quelconque à côté de leur petit village pour aller tourner une scène et donner l'impression d'être dans un décor un petit peu alien. Je sais même pas pourquoi, parce que c'est des cailloux qui sont posés plutôt que des simples montagnes, c'est ça qui est un peu différent, oui, d'accord. Enfin, on sait très bien que ça peut se produire sur Terre, quoi, donc c'est pas des paysans. Mais même au niveau des scènes d'action, c'est pas du tout bien tourné, c'est pas du tout bien présenté, enfin, je trouve que c'est un épisode extrêmement lambda. Et du coup, quand j'ai vu apparaître au générique, réalisé par Robert Rodriguez, enfin, j'y ai pas cru, quoi. Quoi? Robert Rodriguez, le mec qui peut faire des films avec que dalle, qui peut faire des films tournés dans son garage, il a fait ça? Le mec qui sait aussi travailler des trucs super cool, quoi, parce que Robert Rodriguez, c'est un mec qui fait beaucoup de films avec des gens qui sont badass. Enfin, le mec a entièrement redéfini la carrière de, je sais plus comment s'appelle l'acteur, qui joue Machete. Enfin, c'est un mec qui sait gérer le badass, quoi, normalement. Et là, que dalle! Entre le Boba Fett avec son armure qui est 10 fois trop petite pour lui, et vraiment, j'ai trouvé ça totalement minable de A à Z. Et puis alors, je saurais même pas dire. Je pense, ça ne pouvait pas être là pendant le scénario. C'est pas possible qu'un scénariste ait écrit ça. Il y a 3 fois la même scène du Mandalorien qui voit les problèmes arriver au loin et qui se retourne vers Grogu pour lui dire hey, Grogu, faudra qu'on y aille maintenant, allez, on y va », et qui s'approche de lui et boum, qui est envoyé en arrière. La folie peut se définir en refaire plusieurs fois exactement la même chose en s'attendant à un résultat différent. Et clairement pour moi, à la fin de cet épisode, le Mandalorien est fou. Mais alors je refuse de croire qu'on a écrit 3 fois la même scène dans un script. Je pense qu'ils ont tourné la même scène sous 2 ou 3 angles différents. Et qu'au montage, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas assez de substance pour que l'épisode dure assez longtemps, genre ça devait vraiment arriver à 20 minutes, et donc ils se sont dit, tu sais quoi, on va mettre les 3 versions différentes de la scène où le Mandalorien va parler à Grogu, parce que sinon on sait pas quoi faire. Et l'épisode va aller trop vite, quoi. Je refuse de croire que ça ait pu être écrit. Je refuse de croire qu'un scénariste quelconque au monde aurait laissé passer un script dans lequel il a refait 3 fois la même scène sans aucun changement. Les dialogues sont exactement les mêmes. Donc à mon sens, c'est plutôt une question de réalisation, c'est une question de montage. Je pense qu'ils ont essayé de s'en sortir en montage avec un truc, mais c'est le truc le plus cheap, le plus minable et le plus débile que j'ai vu dans un Mandalorien depuis le début de la saison, quoi. Depuis le début de toute la série. Donc là, sur 16 épisodes, c'est le truc le plus con que j'ai jamais vu. C'est le Mandalorien qui reproduit 3 fois la même scène.
Et d'ailleurs, pour montrer à quel point c'est con, je viens de répéter 3 fois la même chose, comme ça c'est très constructif. L'épisode 7, qui a à boire et à manger à l'intérieur, est réalisé par Rick Famuyiwa. Je savais que j'allais me planter sur son nom. Rick Famuyiwa, qui avait fait à boire et à manger dans ses épisodes de la saison 1 aussi, parce qu'il avait réalisé à la fois l'un des épisodes que je détestais le plus, je crois que c'était l'épisode 2, où c'était juste le mec qui revenait de sa mission avec son truc à 2 pattes là, et qui parlait au mec à Irish Spoken, que je trouvais vraiment nul. Et en même temps, il avait réalisé l'épisode 6, je crois, il me semble, hein, qui était l'épisode de la prison, et que pour le coup, j'avais trouvé plutôt cool. Et c'était un épisode qui était assez bien tenu au niveau du rythme et du stress. Et en fait, j'ai l'impression que c'est son style un peu à Rick Famuyiwa, parce que, pour le coup, l'épisode 2 serait pas du tout ça, parce que l'épisode 2 il est chiant, il est mou. Clairement, le travail de cet épisode, c'est le travail de la tension. La tension au niveau de l'action, par exemple, notamment tout ce qu'il y a donc avec le fait de devoir avancer avec ce véhicule et ce truc qui peut péter derrière toi si jamais tu fais trop vite, le fait qu'il se fasse attaquer et le fait qu'il y ait des hordes et des hordes d'ennemis, et ça pour le coup ça revient tout le temps dans l'épisode, à chaque fois qu'il y a une scène où ils sont attaqués. Et à mon sens, c'est un des premiers épisodes, c'est un des premiers trucs Star Wars qui a réussi à me faire sentir de l'angoisse par rapport aux Stormtroopers, parce que ils arrivent de partout. Les mecs sont en train d'essayer de s'échapper, ils sont sur le bord d'un immeuble, les Stormtroopers se penchent en dessous de la fenêtre pour sortir le bras et essayer de les choper. Et tu fais, putain, un Stormtrooper qui est décidé à ce point à essayer d'être efficace, je crois que c'est une des premières fois que j'ai vu ça, quoi. J'ai vu des gens qui ont trouvé ça ridicule, je crois, quelque part. Moi, au contraire, c'est un fin stratège militaire, pour une fois dans un Stormtrooper, de se dire, tiens, le mec est derrière un mur, et si j'essaie de me pencher dans l'ouverture du mur pour essayer de le choper? Parce qu'à mon sens, aucun Stormtrooper n'a jamais fait de sa vie. Essayer de réfléchir à comment est-ce que je pourrais être encore plus efficace. Donc voilà, je trouve qu'il y a vraiment un truc qui marche très très bien à ce niveau-là, au niveau du travail de la tension, et notamment, donc, du coup, des hordes d'ennemis. Mais il y a aussi, du coup, ce passage de tension autour du dialogue entre, du coup, donc ce mec chauve, là, je sais plus comment il s'appelle, et un soldat impérial qui a des doutes par rapport à ce qui se passe avec ce personnage. C'est intéressant parce que tu vois à quel point le truc est tendu. D'un autre côté, tu vois aussi que les personnages sont clairement en train d'essayer de faire en sorte que ce soit tendu. Tu sens qu'ils auraient pu gérer le truc de façon beaucoup plus facile, et que ils ont décidé de faire un moment où le personnage, du coup, un des personnages décide de lancer ses 4 vérités au personnage, je sais pas, au colonel, à l'amiral, Stormtrooper ou je sais pas trop quoi, et tu te dis, ça colle vraiment pas à ce que devrait être le personnage, au niveau de son rang, il devrait pas parler comme ça à un supérieur, etc., etc., enfin, tu dis, bon, c'est un petit peu fumeux, c'est un petit peu fait exprès, mais le rendu est quand même tendu, quoi. Quand tu vois la scène, t'es quand même tendu quand tu vois le truc, et t'as toujours des trucs qui se jouent à un cheveu, les personnages qui vont se faire choper, qui retirent le truc au dernier moment, etc. Je trouve que c'est quand même très bien géré au niveau tension. C'est dommage qu'il ait pas un meilleur scénario avec lequel travailler, en fait, Rick Famuyiwa. C'est un peu le problème de toute la série Mandalorian, mais c'est vraiment dommage qu'il ait pas un meilleur truc à travailler. Et j'ai trouvé qu'en plus l'épisode proposait beaucoup de décors intéressants, le décor de la casse au tout début par exemple où ils vont chercher où ils vont chercher le prisonnier et pas l'épisode, vachement cool avec ces espèces de grues qui récupèrent des morceaux de détritus et qui les ramènent partout, etc. Je trouve que les designs sont plutôt bien. J'ai adoré l'effet où ils sont dans le cockpit du vaisseau de Boba Fett. Il y a une base et il y a un truc qui peut plus ou moins tourner, quoi. Il change de position quand il décolle et quand il fait des trucs. Et du coup, ils ont trouvé ce plan qui était, je trouve, super sympa, où ils sont à l'intérieur du cockpit, et tu vois tout le vaisseau qui est en train de tourner autour d'eux, et le cockpit qui, comme une espèce de boule gyroscopique, reste en place. C'est ultra cool de voir le décor être tourné au-dessus, et ça, typiquement, c'est ce que permet de faire le décor en LED, la projection sur le décor en LED, étant donné que si t'avais dû construire ça sur un tournage de série, le décor a coûté extrêmement cher pour que dalle. Enfin, il y a genre une scène dedans où tu vois le truc passer derrière, soit ils l'auraient pas montré en train de pivoter, soit ils auraient construit le truc, mais ça aurait coûté super cher, et du coup ils l'auraient utilisé partout dans tous les épisodes. Si tu veux juste le mettre une fois, le truc en LED, l'écran LED, ça permet de pouvoir faire du coup ce décor à moins de frais en tout cas. Et enfin, il y a l'épisode 8, qui est donc réalisé par Peyton Reed, qui, si vous ne le savez pas, est le réalisateur, bon, alors, déjà du 2e épisode de cette saison, c'est-à-dire celui qui se passerait dans la glace, là, que j'avais détesté, et qui avait des faux raccords monstrueux dans le truc, etc. Et ça m'étonne pas venant de Peyton Reed. Peyton Reed, c'est le mec qui fait les Ant-Man, qui sont parmi les films les plus pourris du Marvel Cinematic Universe, et clairement, ce sont des films qui n'ont aucune personnalité en termes de mise en scène, et c'est un peu le même problème ici, c'est-à-dire que l'épisode est cool, il y a des trucs cool qui se passent, des scènes d'action qui sont sympas, mais tout est filmé de la façon la plus plan-plan et la plus chiante possible, il y a aucune audace dans les plans, c'est genre, ils sont en train d'envahir quand même un truc de l'Empire, quoi, donc tu devrais avoir un grand hangar, un grand machin, à chaque fois qu'ils font un plan, c'est filmé à côté de je ne sais pas quelle pile de caisses quelconque, dans un coin bien obscur et bien noir où il se passe rien d'intéressant visuellement à l'écran, etc. Il y a même pas genre une fosse qui pourrait être sympa visuellement, enfin, jamais une idée intéressante pour faire un plan, c'est toujours, on filme ce qu'il y a, puis là ils doivent être dans le hangar, donc il doit y avoir des caisses, et puis bon, on va mettre les caisses, enfin,
un manque de créativité terrifiant. Vraiment terrifiant. Je comprends pas comment on peut être réalisateur avec aussi peu d'audace et d'identité visuelle. Enfin, je sais pas si c'est lui qui est responsable du design de la planète industrielle qu'on voit vite fait au début. Je sais pas pourquoi ils vont se poser sur ce truc-là vite fait pour élaborer leur plan. Peut-être que c'est lui qui l'a conçu. Je trouvais que le design était pas trop mal. Mais c'est assez basique aussi, quoi. C'est le design classique du grand paysage très désertique avec des usines qui sont démesurées, qui arrivent littéralement au niveau des nuages, quoi. Reproduit en plein d'endroits différents. Donc tu sens qu'il y a une grosse activité industrielle. Tu sens que c'est un truc très SF. C'est pas non plus ultra créatif non plus. Et alors je sais pas si c'est lui qui est responsable, mais cette musique dubstep qui débarque à chaque fois qu'on voit les Dark Troopers. C'est pas qu'elle soit moche, mais c'est pas Star Wars, ça colle pas vraiment au truc. C'est bien d'avoir de l'audace. Attention, je dis pas le contraire. C'est bien d'avoir de l'audace, et je trouve que le dubstep se mélange bien avec le côté symphonique du reste de la composition. Mais ça me paraît un peu malvenu quand même ce truc. La seule audace, la seule scène qui me semble assez intéressante, mais encore même celle-là je la trouve pas terrible, c'est qu'ils ont fait une scène qui est quasi miroir d'une autre scène de Rogue One. Mais alors là du coup on va passer à la section spoiler définitive pour avoir la toute fin de la série. Donc voilà, je vous laisse quelques minutes, enfin pas quelques minutes, quelques secondes pour mettre la vidéo en pause ou pour aller plus loin si vous n'avez pas envie d'avoir des spoilers. Mais donc nous arrivons à la toute fin de cette saison 2. Avec donc la résolution finale j'espère que vous avez tous arrêté, de Luke Skywalker qui débarque pour aller récupérer Grogu. Comme je l'avais dit à la fin de mon vlog sur la première moitié de la saison 2, j'aimerais bien savoir comment ce qui va se développer par rapport à Bébé Yoda, est-ce qu'on va revoir Luke à un moment ou à un autre, etc. Ça pourrait être intéressant de tout ça, parce qu'effectivement, si tu cherches les Jedi à cette époque-là, a priori, à un moment ou à un autre, tu vas tomber sur Luke, quoi. S'il y en a un qui est en train de recréer l'ordre du Jedi, c'est Luke Skywalker. Donc ça me paraissait évident et logique que ce soit lui qui débarque à un moment pour récupérer Grogu, quoi. J'aurais pas compris qu'on le laisse à ce Katano, la limite j'aurais compris. Limite si on retrouve Ezra quelque part, peut-être avec Ezra, mais enfin, l'évidence à ce moment-là, c'est Luke Skywalker, quoi. C'est le mec qui est en train de reconstruire l'ordre du Jedi. Mais il y a plusieurs petits trucs qui sont foireux avec cette fin. Bon, j'avoue, même moi, j'ai eu un petit frisson en le voyant revenir, même si je suis pas ultra fan de Star Wars, et je suis pas très fan de Luke Skywalker. Je trouve pas que ce soit un des personnages les plus intéressants qui a été créé dans le cinéma, notamment au niveau des héros. Je le trouve assez énervant en fait au début. Je trouve ça intéressant à quel point on a critiqué Hayden Christensen pour être un chieur, quoi, un chiard qui est toujours en train de se plaindre. Putain, Luke Skywalker dans l'épisode 4. Oh mais je voulais aller jouer avec machin, je voulais machin, il est chiant Luke Skywalker. Mais c'est vrai que quand tu le vois arriver, tu te dis oh là là, dis donc Luke Skywalker qui débarque, c'est un peu c'est la royauté qui débarque quoi, un peu littéralement vu qu'il est frère avec Leia. Mais alors du coup, c'est vrai que déjà ça travaille, il est là pour travailler le côté Memories, encore une fois le truc de South Park. Oh là là, Luke Skywalker, vous avez vu Luke Skywalker, et en plus étant donné ce qui lui est arrivé après, mais je vais y revenir dans 2 secondes à ça. Mais du coup, tu vois vraiment qu'il y a le côté travail de nostalgie, parce que quand il débarque, il y a Bébé Yoda, qui est donc Grogu, qui est devant un écran en train de le voir arriver. Et ce passage, avec Bébé Yoda, Grogu, qui est devant l'écran à tube cathodique, en train de regarder Luke Skywalker avancer et battre des monstres, etc., bah, c'est symboliquement une métaphore des jeunes enfants qui avaient regardé Star Wars sur leur télé cathodique et qui regardaient les aventures de Luke Skywalker, et tu vois qu'il y a un parallèle comme ça, et donc tu vois que c'est travaillé par rapport à ça. Ça pose quelques problèmes. Déjà par rapport à la nostalgie globale et à Star Wars 8 en particulier, qui explique ce qui est arrivé aux élèves de Luke Skywalker, et donc, à l'heure actuelle, ça veut dire que Grogu, il va crever. Si c'est Luke qui le récupère, vu ce qui lui arrive, ça va lui arriver dans quelques temps peut-être, mais vu ce qui lui arrive, Grogu, il va crever a priori. C'est surtout que si en 5 ans, le truc a appris à parler, à se débrouiller par lui-même, parce que je dois y avoir 5 ou 10 ans entre ce truc-là et la nostalgie, si en 5 ans il a réussi enfin à apprendre à parler, alors que ça fait 50 ans qu'il dit que dalle et qu'il comprend rien, style toi, etc., c'est quand même un gros coup de bol. Mais du coup, c'est pratique, on n'a jamais eu à finir l'histoire de Grogu, parce que on n'a jamais eu à développer son degré de conscience, etc., parce que bah maintenant, ça y est, il est viré de l'histoire, tranquille, quoi. Mais du coup, peut-être pour aller vers sa mort. Éventuellement, avec tout le temps qu'il y a entre les deux, peut-être que Luke a trouvé un moyen de le protéger et de le mettre ailleurs, mais peut-être qu'il connaissait sa race, et qu'il l'a ramené vers sa race, mais... Enfin, je sais pas, ça me paraît... c'est un peu bizarre quand même comme truc. Mais surtout, c'est quand même très space de le faire revenir, et demandez-vous pourquoi. Ça fait quand même 2 saisons qu'on travaille le centre de la série de Mandalorian en étant le Mandalorien et Grogu. C'est la base de cette série,
au point même de faire chier Pedro Pascal, qui quand même se rend compte que, limite, la petite créature animatronique a plus de succès que lui, quoi. Et on va y revenir du coup dans 2 secondes. Mais du coup, en ayant tellement développé la relation entre ces deux personnages, ça vous paraît pas quand même super bizarre qu'après tout ce temps à essayer de protéger bébé Yoda, et à être méfiant envers tout le monde, et à faire attention à tout ce qui peut se passer avec le bébé, en étant constamment persuadé qu'il y a un truc qui peut arriver derrière et te tirer dessus, etc., que d'un seul coup, le Mandalorien file sans aucun problème Grogu à un personnage qui vient de débarquer, qui est habillé avec une énorme cape noire, qui vient de buter tout le monde dans le truc en débarquant, et le mec, il n'a aucun problème de confiance. Il abandonne son fils adoptif aux mains d'un inconnu complet qui lui dit juste « Oui, je suis Jedi ». C'est quand même super bizarre. Et à votre avis, est-ce que le choix de Luke Skywalker en tant que Jedi serait pas pour que vous posiez pas cette question, justement? Parce que vous, quand vous voyez Luke arriver, vous êtes « Ah !» Vous pissez dessus en voyant Luke revenir à l'écran. Et du coup, quand il propose de récupérer Grogu, vous êtes « Bah oui, refile-lui Grogu, évidemment, Luke Skywalker doit avoir Grogu, et c'est lui qui va le former, etc., etc. » Mais du point de vue du Mandalorien, c'est quand même super space. C'est pas normal qu'il lui fasse confiance, que nous on lui fasse confiance, parce que nous on connaît son parcours, on sait qui c'est exactement, c'est très bien, mais lui il le sait pas le Mandalorien, il connaît que Dahl Jedi, etc., etc. Donc, c'est quand même super vicieux en fait, comme mécanique scénaristique. T'as l'impression qu'ils ont expédié d'un seul coup l'histoire de Grogu et du Mandalorien, qu'on sentait a priori tous partir pour au moins une saison de plus, jusqu'à ce qu'au moins Grogu arrive à parler, quoi, et qu'il puisse commencer à avoir une relation qui vraiment change, quoi. Mais t'as l'impression qu'ils ont décidé d'évacuer d'un seul coup toute l'histoire de Grogu, et c'est pour ça que t'arrives à la fin, tu fais, mais tout ça pour ça? Ça fait deux saisons qu'on se fait chier à trimballer Grogu un peu partout, etc., pour qu'au final il le file au premier venu, etc., et que ça soit réglé aussi facilement, genre, ça aurait pu se régler en 2 épisodes s'il n'y avait pas eu l'enlèvement de Grogu au milieu, quoi. Mais ça aurait pu être réglé extrêmement rapidement, ce truc-là. Toute cette histoire aurait pu tenir en une seule saison. Si seulement ils faisaient pas des épisodes de remplissage un peu partout. Vraiment, ça aurait pu tenir en une seule saison. Et donc ça paraît quand même vachement évacué, et t'as l'impression qu'ils veulent finir l'histoire super vite. Et du coup, à mon sens, le moment où le Mandalorien retire son casque, il a pas beaucoup d'impact, parce qu'on l'a vu retirer son casque juste l'épisode d'avant, sans aucune raison, avec ce truc débile de la reconnaissance faciale de l'Empire qui devrait pas le reconnaître, de reconnaître son visage, mais on a eu ce truc-là dans l'épisode précédent, et du coup, ici, quand il retire son casque, bah, c'est presque anecdotique, en fait, alors que ça devrait être un truc super puissant, quoi. Le moment où enfin il retire son casque, devant Grogu, qu'il a jamais vu au final, qui n'a jamais vu sa tête depuis 2 saisons, ça aurait eu plus d'impact. Grace Sandolph a dit, ça aurait même eu plus d'impact si on l'avait pas vu depuis le début du Mandalorian, depuis le tout début. C'est pas tout à fait faux. D'un autre côté, c'est vrai que c'était plutôt bien fait dans l'épisode de la saison 1, mais c'est pas tout à fait faux. Et en fait, tout ça me fait me demander si cette fin de saison complètement rushée, à mon sens, elle est pas arrivée à cause de problèmes qu'on dit être arrivés sur le tournage du Mandalorian. Il semblerait que pendant cette 2e saison, Pedro Pascal ait pété un câble et qu'il ait dit « j'en ai ras-le-bol de ne jamais montrer mon visage ». Tu fais « putain, mec, t'as été engagé pour ça, quoi. Ton rôle a été défini comme ça dès le début. À un moment, tu casses pas les couilles. Je comprends tout ce côté égo démesuré des acteurs. Si vous demandez pourquoi tous les acteurs qui ont des casques et des machins, dans les Marvel c'est pareil, tous ceux qui ont des masques ils les retirent tout le temps, genre Spider-Man, c'est parce que les acteurs ils ont envie de montrer leur visage, et puis en voyant leur visage tu ressens aussi un peu plus d'émotion, quoi, pour essayer de trouver une justification un peu plus noble et artistique à ce truc-là. Mais à la base, ce n'est que de la crise d'ego. C'est juste les acteurs qui se disent quand même, je suis devant la caméra, je voudrais montrer ma tête quand même. Je voudrais qu'on m'aime, quoi, mon visage et tout le bordel. Et apparemment, Pedro Pascal a pété un câble donc sur le tournage. Il serait devenu, d'après les rumeurs, absolument invivable. Il a mis beaucoup de temps à tourner ses scènes et tout, enfin ça aurait été très laborieux. Et je suis en train de me demander si toute cette fin super rushée, et cette annonce avec cette scène post-générique qui sort de nulle part, il n'y a jamais eu de scène post-générique dans un truc Star Wars, et encore moins dans une série, ce truc de la scène post-générique qui te montre The Book of Boba Fett, je me demande si ce serait pas pour se débarrasser de Pedro Pascal. Ils arrivent plus à gérer le mec, ils en ont marre, ils veulent pas que le mec renégocie son contrat ou un truc dans ce genre-là, ou alors ils veulent au contraire lui montrer que, mec, si on n'a pas envie de te mettre dans la série, on te mettra pas dans la série, donc tu vas pas nous faire chier avec ton contrat, tu prendras l'argent qu'on te donne et tu mettras ton casque si on te le dit. Mais j'ai l'impression que The Book of Boba Fett, ça pourrait être en fait le nom de la saison 3 du Mandalorian, parce que ils ont annoncé qu'il y aurait une saison 3 du Mandalorian, mais elle est pas en tournage. Par contre, il y a une série sur Boba Fett qui est en tournage, et on vient de l'annoncer pour décembre, qui était la date à laquelle ils avaient annoncé une nouvelle saison du Mandalorian. Donc tout le monde se demande si The Book of Boba Fett, ce serait pas, du coup, le nom du chapitre de la saison 3
de The Mandalorian, qui se concentrerait sur un autre Mandalorien, donc Boba Fett, qui essaierait peut-être de récupérer, je sais pas quel honneur, je sais pas quel truc des Mandaloriens, de son père, ou je sais pas trop quoi, mais ça pourrait être ça, quoi. Ça pourrait être la raison à cette fin si brusque du développement de l'histoire entre le Mandalorien et Grogu. S'il l'avait pas arrêté, on se serait posé la question pendant toute la saison 3. Pour qu'on puisse se concentrer sur la saison 3, il fallait régler cette histoire, mais donc il a fallu régler cette histoire avant que le vrai développement ait été fait, quoi. Et si vous avez pas perdu du temps à chaque épisode, vous auriez peut-être fait le développement. Mais du coup, j'ai l'impression qu'ils ont été obligés en fait de couper court à cette histoire avec Grogu parce que ils vont peut-être devoir se débarrasser aussi de Pedro Pascal et ils vont peut-être devoir changer de Mandalorien du coup pour leur série. Peut-être, c'est que des rumeurs, on sait pas où est-ce qu'ils en sont pour l'instant. C'est quand même super bizarre qu'ils aient annoncé 15 séries, ils ont annoncé 10 séries Star Wars il y a peu de temps et ils ont pas annoncé celle-là. Tu dis, quand même, il y a un truc qui est bizarre, quoi. Et ça s'appelle pas juste Boba Fett, autre genre-là, toutes les autres séries, c'est genre Ahsoka, Andor, machin dans ce genre-là. Là, pour le coup, non, c'est le Book of Boba Fett. Et comme le Mandalorian est écrit en chapitres, et que les chapitres, en plus, ils sont super chiants, parce que s'il y avait eu 10 chapitres, par exemple, l'épisode 1 de la saison 2, ça aurait été l'épisode 11, l'épisode 2, ça aurait été l'épisode 12, etc. Mais non, là, c'est l'épisode 1, c'est le chapitre 9, l'épisode 2, c'est le chapitre 10. Enfin, il n'y a pas de cohérence, du coup, entre les trucs, c'est très chiant de s'en rappeler. Mais The Mandalorian est raconté en chapitres. Peut-être que donc, The Book of Boba Fett, ce sera un certain nombre de chapitres du Mandalorian, saison 3. Et peut-être qu'ensuite, on va totalement partir sur Boba Fett pour tout le truc, mais je crois que cette fin de saison, rushée et avec le retour de Luke Skywalker, c'est pour excuser en fait que ils sont très emmerdés au niveau de la réalisation et du script parce que l'acteur fait chier, quoi. Limite, heureusement qu'il est sous son casque les 3/4 du truc, du coup ils ont pu mettre son cascadeur les 3/4 du temps, mais d'après les rumeurs qui courent, elles ont pas été vraiment vérifiées pour l'instant, mais cela dit, ils aiment bien gérer leur com, hein. Encore une fois, on se quitte pour différents artistiques, on se quitte pas parce qu'on peut pas se saquer, mais donc les rumeurs pour l'instant, c'est que, a priori, depuis la moitié de la saison 2, Pedro Pascal s'est barré en fait. Et genre, il serait revenu juste pour tourner ses scènes dans les épisodes 7 et 8, et sans doute pour faire quelques voix off qui sont pour le coup très rapides à enregistrer, quoi. T'as juste à dire, bon, t'as telle réplique à tel épisode, c'est genre 3 mots, parce qu'en plus il est pas très bavard. Donc du coup, ils ont pu tourner tous les autres épisodes avec sa doublure en costume, et remettre sa voix vite fait en l'enregistrant pendant une journée, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a une magouille, il y a tout un tas de bordel avec ce truc-là, et que c'est pour ça que cette saison se finit un peu en eau de boudin. Voilà, j'arrive pas à savoir pourquoi est-ce que cette série se termine comme ça me paraît se terminer beaucoup trop vite pour Grogu, ça me paraît faire de la place pour un autre Mandalorien, c'est très bizarre. Mais la question reste ouverte parce que The Book of Boba Fett, est-ce que c'est un bouquin ? Je sais pas, ça me paraît très bizarre d'annoncer, ce serait juste une promo pour un bouquin, quoi, mais bon. Donc, voilà, je pensais pas que ça durerait aussi longtemps encore, mais évidemment c'est une série, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de mauvaises choses à dire, beaucoup de bons aussi. C'est vraiment une série qui est extrêmement moyenne, enfin, c'est un peu la méthode Marvel, hein. On fait des trucs très bons au milieu de choses complètement banales, voire très mauvaises. Le scénario, c'est toujours une catastrophe, ils savent pas quoi raconter, ni comment le raconter, et en plus ils ont des problèmes pour le raconter à cause de l'acteur principal. C'est laborieux, je trouve quand même que c'est toujours super laborieux. J'ai vu plein de gens dire, ouais, faut quand même se admettre pour une fois que le Mandalorian c'est juste une série de divertissement, c'est fait pour être cool, pour se relaxer, etc. Je sais pas combien de fois je peux le dire, ça fait 8 ans ou 9 ans que je répète des trucs comme ça, c'est pas parce qu'on fait un truc cool ou qu'on fait du divertissement qu'on peut faire n'importe quoi. Le divertissement, ça peut être bien fait aussi, et figurez-vous quand c'est bien fait, c'est encore mieux, c'est encore plus appréciable. Là, franchement, d'une minute à l'autre, c'est vraiment un truc en dents de scie, le Mandalorian, quoi. Un moment c'est génial, un moment ils font un truc complètement débile, et t'arrives jamais à comprendre pourquoi est-ce que d'un seul coup ils ont décidé de faire l'un ou l'autre, quoi. Pourquoi d'un seul coup t'as décidé de bosser, et pourquoi d'un seul coup t'as décidé de pas bosser. Ça reste pour moi très laborieux, ça reste pour moi très compliqué. La saison 3, si c'est pas avec le Mandalorian, s'il y a plus Grogu, si c'est avec Boba Fett, etc., je sais pas comment ça va marcher, parce que vraiment, honnêtement, la vie de Boba Fett, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Enfin, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut s'intéresser à la vie de ce personnage, et je vois pas du tout une série centrée sur Boba Fett réussir. Honnêtement, je donne beaucoup plus de chance à la série sur Ahsoka Tano ou un truc dans ce genre-là, quoi. C'est comme les Rangers de la Nouvelle République. Ah, ça dit, c'est peut-être avec Gina Carano, donc il y aura peut-être un truc intéressant avec Rangers of the New Republic, mais grosso modo, la plupart des séries qu'ils ont prévues, là, on s'en bat les couilles. Va vraiment complet, quoi. The Bad Batch en série animée avec les mauvais clones. Ça me paraissait surprenant que ces espèces de 4 ou 5 épisodes sur cette nouvelle saison finale de Clone Wars qu'ils ont fait. J'ai vu que cela et j'ai trouvé tellement chiant que justement, j'ai pas regardé la fin de la saison. Et c'est dommage parce que justement après ces épisodes-là on passait à Ahsoka Tano et c'était la fin du truc, c'était beaucoup plus intéressant. Mais alors les épisodes de The Bad Batch, qui est, si vous connaissez pas, c'est un groupe de clone troopers qui ont été mal clonés et du coup ils ont plus de caractère, etc. Ils ont plus de personnalité.
et certains petits défauts même pour certains. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça inintéressant au possible, j'en avais rien à foutre. Et s'ils font une série entière là-dessus, enfin, je vois aucun intérêt au truc. La série sur Cassian Andor, c'était pas non plus le personnage le plus développé, le plus intéressant de Rogue One. Genre, il y aurait eu des personnages plus intéressants à traiter. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre comme série? Il y a Star Wars Visions, qui est un truc de manga, donc ils ont pompé Animatrix, quoi, c'est très bien. Depuis qu'Animatrix a fait ce truc-là, de faire refaire son univers par des artistes japonais, c'est incroyable le nombre de trucs qu'ils l'ont fait. La série sur Lando, pareil, vraiment ça m'intéresse pas et je vois pas qui ça peut intéresser. Le truc The Acolyte, c'est pas un truc avec le côté obscur, ça, ou un truc dans le genre? Éventuellement, peut-être que ça peut être cool, s'intéresser aux méchants plutôt qu'aux gentils, mais venant de Disney, tu sens que ça va encore être du méchant à la Kylo Ren. La série sur les droïdes, apparemment, c'est vraiment pour les enfants, c'est avec C3PO et R2D2. Comme ils se sont rendus compte qu'ils les avaient pas du tout utilisés dans la nostalgie, peut-être que c'est pour ça qu'ils les ont foutus là. Et puis la série Obi-Wan Kenobi, potentiellement peut être intéressante étant donné le retour de Ewan McGregor, le retour également de Hayden Christensen, ce qui peut être cool. Si vous vous demandez comment est-ce qu'ils vont faire pour faire Hayden Christensen, parce que c'est pas lui qui joue Dark Vador, c'est pas sa voix, etc., c'est évident qu'ils vont mettre des scènes où Dark Vador aura pas son casque. On l'a jamais entendu parler sans casque ou presque dans la saga originale, on l'a juste entendu à la fin quand il est vieux et qu'il va crever, quoi. Mais il y a tout un moment où il est encore Anakin Skywalker en train de vieillir en dessous, et je pense que effectivement le Anakin plus ou moins jeune de maintenant, avec le visage complètement cramé, sans son casque, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y aura des scènes comme ça avec lui, peut-être des scènes de flashback aussi, de temps en temps, ça peut être intéressant. C'est peut-être celle qui peut être la plus intéressante, celle sur Obi-Wan Kenobi, mais j'ai peur qu'il y ait encore beaucoup de memories dedans. Et puis alors vite fait, ils ont annoncé un nouveau film réalisé par Patty Jenkins, qui s'appelle Rogue Squadron. Je crois que c'est adapté d'un jeu vidéo, non? Il y a un jeu vidéo qui s'appelle comme ça. Patty Jenkins, ça m'intrigue. Patty Jenkins derrière un film, derrière un blockbuster quelconque aujourd'hui, ça m'intrigue. Il semblerait qu'en plus, son père ait été pilote d'escadron, enfin d'avion, quoi. Et donc du coup, ça la touche particulièrement, etc. Donc peut-être que ça peut être une histoire intéressante. Maintenant, d'en faire un film et de le sortir vraiment en salle, je sens un peu la solo arriver quand même. S'ils ont beau avoir mis Rock dans le titre, je sens plus la solo arriver. Qui sait, ça peut peut-être être un film vachement intéressant, et donc du coup, je m'intéresserai à celui-là. Donc voilà, pour ce qui est de ma critique du Mandalorian et des futures séries qui sont annoncées, vous avez un petit avis rapide sur à quel point ça m'intéresse ou pas. Celle sur Ahsoka peut être pas mal. Il y a pas mal de gens qui ont remarqué que le logo d'Ahsoka, c'est le truc ce qui s'appelle le voile du temps, ou The Veil of Time, ou je sais pas trop quoi, qui est un truc qu'on a découvert dans Rebels, qui permet le voyage dans le temps dans Star Wars. Je sais pas si c'est une bonne notion à intégrer au truc, mais il y a pas mal de rumeurs comme quoi ils pourraient essayer de faire un retcon du coup de la nostalgie, avec ce truc-là en fait, qui puisse changer le temps, et peut-être que du coup, je sais pas, Luke aurait jamais perdu ses élèves et il y aurait pas eu Snoke ou un truc dans ce genre-là. Enfin, ça pourrait être un truc comme ça, donc peut-être que la série sur Ahsoka pourra présenter un truc intéressant. Peut-être que ce sera juste centré sur Ezra, que ça aura rien à voir avec le fait de retcon tout le reste, hein, mais potentiellement ça peut être une série intéressante, mais c'est pas celle que j'attends le plus. Là vraiment dans ce qui est annoncé, c'est Obi-Wan et Ahsoka qui m'intriguent. Les autres, on regardera vite fait pour voir ce que ça vaut, mais je vois pas ce que c'est très intéressant. Voilà, ça a duré encore plus longtemps que ça aurait dû parce que j'ai parlé des séries, mais j'espère que ça vous aura plu comme vlog. J'espère que la série vous a plu, mais moi en ce qui me concerne, il y a vraiment trop de mauvais mélangés au bon pour que ça soit vraiment intéressant. Il y a du bon, et c'est déjà ça de plus que dans la nostalgie, mais c'est quand même pas ouf. C'est pas ouf ici, mais bon. Si ça vous a plu, tant mieux. Prenez soin de vous, regardez des films ou des séries. Ciao!